trahi par ma propre sœur, abandonné sur l'autel de la désillusion. Quand elle m'a volé mon fiancé, le destin a tissé une vengeance parfaite. Je suis réapparue le jour de leur mariage, au bras de l'homme qu'elle a toujours secrètement aimé, mais n'a jamais réussi à conquérir. Regard choqué, cœur palpitant, et une vérité dévastatrice révélée au moment le plus sacré. Une histoire de trahison, de vengeance et de rédemption qui va secouer votre âme. Abonnez-vous, laissez un like et commentez d'où vous regardez ce retournement de situation inoubliable. Devant l'autel de l'église Saint-Pierre, dans une petite ville côtière de Bretagne nommée Kerbrise, connue pour ses traditions maritimes. Et ses fêtes religieuses comme les pardons, tous les invités retiennent leur souffle. La porte principale s'ouvre. Et contre toute attente, j'apparais au bras de Mathieu, l'homme que ma sœur, Élise, a toujours secrètement aimé. Les regards stupéfaits se tournent vers l'autel, où ma sœur, vêtue de sa robe de mariée, se fige aux côtés de l'homme qui, 3 mois auparavant, était mon fiancé, Robert. Le curé hésite, les murmures s'amplifient, et une tension palpable envahit l'atmosphère parfumée aux fleurs d'oranger. Je n'ai pas planifié ce moment, comme une vengeance, bien qu'il soit impossible de nier l'amère satisfaction que je ressens en voyant son visage blême. Toute ma vie, j'ai été la fille responsable, la sœur dévouée, celle qui a renoncé à ses propres rêves pour maintenir notre famille unie après la tragédie. Et comment ai-je été récompensée ? Par une trahison qui a déchiré non seulement mon cœur, mais aussi ma confiance envers les personnes que j'avais juré de toujours protéger. Notre ville est trop petite pour les secrets. Les ruelles pavées, les maisons colorées du front de mer, les bateaux de pêche ancrés dans le port, tout ici a été témoin de mon humiliation. Les dentelières, avec leurs doigts agiles et leurs yeux perçants, ont transformé ma douleur en commérage tout en tissant leurs délicates dentelles. « La pauvre petite », disaient-elles à voix basse quand je passais. Leur pitié me faisait plus mal que la trahison elle-même. J'ai grandi en croyant que la famille était sacrée. Nos parents ont disparu lors d'une terrible tempête en mer quand nous étions adolescentes. Un jour pêcheurs ordinaires, le lendemain. Seulement des souvenirs engloutis par l'océan. J'ai assumé la responsabilité de m'occuper de ma sœur cadette, Élise, de tenir notre maison, de préserver les quelques souvenirs qui nous restaient d'eux. J'ai reporté mes projets d'étudier la médecine à Paris pour rester ici, me contentant de la formation en soins infirmiers à l'IFSI local. Ma sœur, cependant, a toujours été épargnée. Elle est trop sensible, justifia de nos proches. Elle ne supporterait pas le poids des responsabilités comme toi. Et ainsi, les années ont passé. Moi, infirmière-chef au petit hôpital, local, respectée par la communauté, construisant ma vie avec dignité, malgré les limitations. Elle, toujours inconstante, partant pour Paris en quête d'une vie plus glamour, revenant quand l'argent manquait, accueillie à bras ouverts par moi, encore et encore. Le jour où j'ai rencontré Robert a semblé être le début d'une compensation pour ces années de sacrifice. Homme d'affaires dans l'hôtellerie, il était venu dans notre ville pour investir dans le tourisme local. Nous sommes rencontrés lors d'un projet de santé communautaire que j'avais organisé pour les pêcheurs. Il a offert la salle de réception de son hôtel pour les examens préventifs. Sa gentillesse, son intérêt pour le bien-être de la communauté m'ont immédiatement conquise. Notre relation s'est épanouie comme les bougainvilliers qui décorent les façades des maisons du front de mer. Rapide, intense, colorée. Après 8 mois, il m'a demandé en mariage lors de la fête patronale. Je me souviens du ciel étoilé, des lumières colorées décorant la place centrale, de l'odeur des spécialités locales, de la musique traditionnelle jouée par la fanfare, locale. Robert s'est agenouillé devant tout le monde, m'offrant une bague délicate avec une pierre bleue qui, selon lui, rappelait la couleur de mes yeux les jours de soleil. Toute la ville a applaudi. Enfin, j'allais avoir mon conte de fées. Ma sœur est revenue de Paris 1 semaine après l'annonce des fiançailles. Elle disait ne pas pouvoir rester loin dans un moment aussi important. Je lui ai offert notre chambre d'amis, comme toujours. Robert, généreux comme il semblait l'être, lui, a trouvé un emploi à la réception de son hôtel principal. La famille doit s'entraider, a-t-il dit avec un sourire, qui, je le réalise maintenant, cachait bien plus qu'il ne révélait. Les premières semaines furent d'un bonheur authentique. Nous planifions le mariage, choisissions le menu, discutions, de la lune de miel. Ma sœur semblait enthousiaste, proposant son aide pour les préparatifs, suggérant des décorations,
m'accompagnant à l'essayage de la robe. Moi, naïve, j'interprétais cela comme un rapprochement sincère, une maturité tardive. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu lors de la célébration de la Saint-Jean. Notre ville prend très au sérieux les fêtes de la Saint-Jean. Les feux de joie sont allumés devant les maisons. Les spécialités de la fête parfument l'air. La danse sur la place centrale rassemble tous les habitants. Robert et moi devions danser ensemble, comme il était attendu des fiancés. Cependant, il a disparu pendant près d'1 heure. Quand il est revenu, il portait l'odeur du parfum de ma sœur. Je l'ai confronté et il a prétendu avoir aidé à transporter des caisses de boissons pour la buvette. Ce même soir, un visage familier a émergé de la foule. Mathieu, fils de l'ancien médecin du village, parti 10 ans plus tôt pour étudier la médecine dans une université prestigieuse. Il revenait maintenant comme le nouveau directeur de notre hôpital. Il m'a salué d'une accolade chaleureuse, s'enquérant de ma vie, me félicitant pour mes fiançailles. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer comment ses yeux ont brièvement dévié vers ma sœur, qui nous ignorait délibérément. « Elle est toujours aussi belle », commenta-t-il avec une note de mélancolie. Tout le monde au village savait que Mathieu avait été amoureux de ma sœur pendant toute l'adolescence. Elle, cependant, l'avait toujours rejeté, préférant les garçons riches qui visitaient occasionnellement notre ville pendant l'été. « Le fils du médecin n'a pas d'avenir », disait-elle avec dédain. Ironique comme la vie prend des tournants. Les jours suivants ont apporté d'autres signes que j'ai choisi d'ignorer. Des messages sur le portable de Robert qu'il cachait rapidement quand je m'approchais. Des réunions de travail qui s'étiraient inexplicablement tard dans la nuit. L'intérêt soudain de ma sœur pour des robes plus élégantes, un maquillage plus élaboré, des parfums plus chers. « J'essaie juste de faire bonne impression au travail », expliquait-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est lors de la traditionnelle bénédiction de la mer, lorsque tous les bateaux naviguent décorés en hommage aux pêcheurs, que la vérité a éclaté. Robert avait oublié son portable dans notre chambre pendant qu'il participait à la procession sur son yacht. L'écran s'est allumé avec un message d'elle. « J'ai hâte de te voir ce soir. Elle sera de garde jusqu'à 6 heures du matin. » L'impact de ces mots fut comme les vagues violentes qui frappent parfois notre quai, dévastateurs, suffocants. Mes genoux sont cédés et je suis tombée assise au bord du lit, le portable tremblant dans mes mains. J'ai parcouru les messages précédents, chacun plus explicite que l'autre. Ils parlèrent de rencontres secrètes, de la nécessité d'être prudent, de plans d'avenir. « Elle n'a pas besoin de savoir », avait-il écrit dans l'un d'eux. « Quand nous aurons l'argent, nous pourrons partir d'ici. » La douleur a cédé la place à la colère, et la colère a une froideur calculée que je ne me savais pas posséder. J'ai glissé le portable dans ma poche et me suis dirigée vers le restaurant sur le port appartenant à la famille de Robert, où tout le monde se réunirait après la procession. J'ai attendu patiemment, observant les bateaux revenir au port, les gens arriver en groupes animés, la musique commençait à jouer. Ils sont entrés ensemble, sans se toucher, mais avec une intimité évidente pour qui savait observer. Je me suis approchée lentement, sentant les regards curieux de ceux qui avaient remarqué mon expression. Je me suis arrêtée devant eux et, sans dire un mot, j'ai tendu le portable à Robert. Son visage a pâli instantanément. Ma sœur, réalisant ce qui se passait, n'a montré aucun remords. Au contraire, elle a relevé le menton avec défi. « Le cœur a ses raisons que la raison ignore », dit-elle simplement, comme si cela justifiait la trahison, le mensonge, la rupture de confiance. Robert a tenté d'expliquer, prétendant qu'il ne voulait pas me blesser, que tout était arrivé sans qu'il le planifie. Les mêmes excuses vides que les traîtres utilisent depuis la nuit des temps. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé, ma voix étonnamment ferme. « 3 mois, répondit-il, incapable de me regarder en face. 3 mois, la moitié de nos fiançailles. Pendant que je faisais des gardes doubles à l'hôpital, pendant que je planifiais notre avenir, pendant que je leur faisais confiance à tous les deux, ils se rencontraient en cachette, riant de ma naïveté. Gardez le restaurant. Pour vous ce soir. Il semble que vous ayez beaucoup à célébrer, ai-je dit, quittant les lieux sous les regards choqués des habitants, qui ont rapidement transformé l'incident en nouveau sujet de commérage principal. J'ai marché sur la plage déserte, les larmes coulant enfin par vagues incontrôlables. La lune se reflétait sur la mer, indifférente à ma douleur. Je me suis assise sur le sable froid, serrant mes genoux, me sentant plus seule que jamais.
C'est alors que j'ai entendu des pas s'approcher. Mathieu s'est arrêté à quelques mètres, respectant mon espace, m'offrant silencieusement un mouchoir. J'ai accepté avec un sanglot étouffé. Tout le village est déjà au courant, ai-je commenté amèrement. Tout le village est de votre côté, répondit-il avec gentillesse. Il s'est assis à côté de moi et, pour la première fois, j'ai partagé mes frustrations d'avoir toujours été la sœur responsable, pendant que ma sœur recevait toutes les attentions et les privilèges. J'ai parlé du poids, de porter une famille seule, des rêves abandonnés, de l'épuisement d'être toujours la forte. Mathieu a écouté attentivement, sans interrompre, sans offrir de conseils vides. Quand j'ai terminé, il a partagé sa propre histoire. Comment il a surmonté le rejet de ma sœur, comment il a transformé la douleur en motivation pour construire une carrière respectable, comment il est revenu dans cette ville non par hasard, mais par choix conscient. J'ai accepté le poste de directeur à l'hôpital où vous travaillez parce que je connaissais votre réputation professionnelle, a-t-il avoué. Je voulais travailler avec quelqu'un qui a transformé les limitations en excellence. Cet éloge sincère, à ce moment de vulnérabilité extrême, a planté la première graine de guérison dans mon cœur dévasté. La nouvelle de l'annulation de mes fiançailles s'est répandue dans la ville à la vitesse du vent dans les voiles des bateaux de pêche. Les dentelières, réunies à l'ombre des tilleuls sur la place centrale, commentèrent l'événement pendant que leurs doigts habiles créaient des motifs complexes de dentelle. « Je ne me suis jamais fiée à cet étranger », disait Madame Yvonne, la plus âgée d'entre elles. « Un homme qui sourit trop cache souvent bien des choses. J'ai évité les fêtes communales, les rencontres après la messe dominicale, les réunions de planification pour la prochaine festivité. Je me suis isolée, dans mon travail, acceptant des gardes supplémentaires, me concentrant sur les besoins des patients pour oublier les miens. Mathieu, désormais mon supérieur direct, a respecté mon processus de deuil, offrant un soutien silencieux par de petits gestes, un café frais sur mon bureau pendant les gardes épuisantes, des articles médicaux intéressants qu'il savait que j'apprécierais, un planning qui tenait compte de mes besoins de repos. Seulement 2 semaines après le scandale, l'annonce qui a rouvert la blessure encore récente est tombée. Ma sœur et Robert étaient officiellement en couple. Ils ne se sont pas donné la peine d'être discrets. Ils se promenaient, main dans la main, dans les rues étroites de la ville, dînaient au restaurant sur le port, assistaient ensemble aux événements sociaux. Chaque rencontre fortuite avec eux était comme revivre la trahison. Les femmes plus âgées, gardiennes des traditions et de la morale locale, manifestaient leur désapprobation par de petits gestes. Un salut moins chaleureux, une conversation interrompue à l'approche du couple, une invitation oubliée aux réunions sociales. Ce rejet subtil dérangeait profondément ma sœur, qui avait toujours recherché la popularité et l'acceptation. 1 mois après la séparation, Mathieu m'a invité à participer à un projet de santé destiné aux pêcheurs locaux. Ils sont le cœur de cette ville, mais sont souvent négligés par le système, expliqua-t-il avec passion. Nous devons offrir des examens préventifs, des conseils sur la sécurité en mer, un traitement pour les problèmes spécifiques à leur profession. J'ai accepté immédiatement. Le projet ne me donnerait pas seulement un but au-delà de la routine hospitalière, mais serait aussi une opportunité de renouer avec la communauté que j'avais évitée depuis le scandale. Nous avons travaillé d'arrache-pied, organisant des journées de santé sur le quai, visitant les familles de pêcheurs dans les zones plus isolées, créant du matériel éducatif adapté à la réalité locale. Pendant ces activités, j'ai remarqué que de nombreux habitants, en particulier les plus anciens, restaient solidaires avec moi. Ils offraient des mots de réconfort, partageaient des histoires de résilience, apportaient de petits cadeaux, un poisson frais, des fruits du jardin, une douceur maison. Ce réseau de soutien silencieux a été fondamental pour ma guérison émotionnelle. Mathieu et moi avons développé une routine de travail qui s'est rapidement étendue au-delà du projet. Nous dînions ensemble après les gardes, discutant des cas cliniques et des améliorations possibles pour l'hôpital. Nous marchions sur la plage les dimanches matins, parlant de livres, de films, d'expériences de vie. Nous rendions visite aux personnes âgées isolées, leur apportant des médicaments et de la compagnie. Notre amitié grandissait naturellement, basée sur le respect mutuel et des valeurs partagées. 4 mois après la trahison, lors de la traditionnelle bénédiction des bateaux, lorsque les pêcheurs offrent la première prise de la journée pour la redistribuer aux nécessiteux, j'ai réalisé que mes sentiments pour Mathieu s'étaient transformés en quelque chose de plus profond. Je l'observais
interagir avec les pêcheurs plus âgés, expliquant patiemment les soins à apporter à la peau constamment exposée au soleil, écoutant avec un intérêt sincère les histoires de tempêtes affrontées et de prises mémorables. Son respect pour le savoir traditionnel, combiné à son expertise médicale, créait un pont entre des mondes qui communiquaient rarement efficacement. Ce soir-là, alors que nous observions les étoiles depuis le belvédère de la ville, d'où l'on peut contempler toute la baie illuminée par les bateaux de pêche, Mathieu a révélé quelque chose qui a ébranlé notre lien naissant. « Je dois être honnête avec toi, » dit-il, sa voix chargée d'hésitation. « Je porte encore des sentiments, non résolus pour ta sœur. » Cette confession est tombée comme un seau d'eau froide, gelant la chaleur qui commençait à fleurir dans ma poitrine. « Ce n'est pas que je l'aime encore romantiquement, » continua-t-il, percevant mon malaise. « C'est plus complexe que ça. Pendant des années, j'ai construit mon identité autour de son rejet. J'ai étudié la médecine en partie pour prouver ma valeur. Je suis revenue dans cette ville pour montrer que j'étais devenue quelqu'un digne de considération. C'est un ressentiment que je n'ai jamais correctement travaillé. Son honnêteté, bien que douloureuse, démontrait un niveau de connaissance de soi et d'intégrité que peu possédaient. Je n'ai pu m'empêcher d'admirer son courage à exposer une vulnérabilité qu'il aurait pu facilement cacher. « Je te remercie pour ta sincérité », répondis-je après un long silence. J'ai aussi mes propres démons à exorciser concernant ma sœur. Peut-être pouvons-nous nous entraider dans ce processus. Cette conversation a établi un nouveau niveau d'intimité entre nous. Pas seulement l'attirance physique ou la compatibilité intellectuelle, mais une connexion basée sur la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Le lendemain, l'inattendu s'est produit. Une enveloppe crème décorée de rubans dorés a été livrée chez moi. L'invitation au mariage de ma sœur avec Robert est arrivée comme une insulte élaborée. La date choisie était exactement 1 an après l'annonce de mes propres fiançailles, dans la même église, avec le même arrangement, floral que j'avais sélectionné des mois auparavant. Même la calligraphie de l'invitation imitait celle que j'avais choisie pour les miennes, qui n'ont jamais été envoyées. Ma première réaction fut l'indignation, l'effronterie, le manque de sensibilité, la cruauté délibérée de reproduire ce qui aurait dû être mon moment spécial. J'ai déchiré l'invitation en morceaux, les jetant au vent depuis le balcon de ma maison. Plus tard, regrettant non pas le geste, mais de les laisser encore avoir autant de pouvoir sur mes émotions, j'ai ramassé les fragments sur le trottoir. J'ai montré ce qu'il restait de l'invitation à Mathieu lors de notre petit déjeuner au petit restaurant près de l'hôpital. Son expression est passée de la surprise à l'indignation, et enfin à la détermination. « Ne les laisse pas définir ton histoire », m'a-t-il conseillé, prenant ma main sur la table, indifférent au regard curieux des autres clients. « Tu mérites bien mieux que d'être la victime de cette intrigue mesquine. » Ces mots ont allumé quelque chose en moi. Le choc initial a cédé la place à la détermination. Je ne serai pas humiliée à nouveau. Je ne me cacherai pas comme si j'avais quelque chose à me reprocher. Je ne leur permettrai pas de contrôler le récit de ma vie. J'irai au mariage, ai-je déclaré fermement, et tu viendras avec moi. Les 3 mois suivants furent transformateurs. Mathieu et moi avons travaillé ensemble sur un projet ambitieux qui a sauvé la coopérative de pêcheurs de la faillite. L'ancien hangar où ils stockèrent le poisson était condamné par la vigilance sanitaire, et les coûts de mise aux normes dépassaient les possibilités financières des travailleurs. En utilisant nos contacts à Paris, nous avons obtenu un financement et une assistance technique. Nous avons organisé des chantiers participatifs communautaires pour la rénovation, impliquant même les adolescents du collège local dans le cadre d'un projet éducatif sur la durabilité et le travail coopératif. L'initiative a attiré l'attention des médias régionaux, apportant une visibilité positive à notre petite ville. Mathieu et moi avons été interviewés par un journal régional important, présentés comme des exemples de professionnels alliant excellence technique et engagement social. Cette exposition a considérablement accru notre prestige dans la communauté et, plus important encore, a solidifié notre partenariat personnel et professionnel. Parallèlement, Mathieu affrontait courageusement ses sentiments non résolus du passé. À travers des conversations honnêtes, il a compris comment le rejet de ma sœur avait façonné ses choix de vie, certains positivement, d'autres de manière limitante. Ensemble, nous avons exploré l'idée qu'il n'avait peut-être jamais vraiment aimé ma sœur, mais plutôt une image idéalisée d'elle, construite à l'adolescence et préservée par la distance des années suivantes. De mon côté, avec son soutien, j'ai travaillé intensément à la reconstruction de mon estime de moi.
J'ai compris comment mon rôle de sœur responsable était devenu une prison auto-imposée, une identité dont j'avais peur de me libérer. J'ai reconnu des schémas de comportement autodestructeurs, comme prioriser les besoins des autres au détriment des miens, chercher la validation par l'autosacrifice, confondre l'abnégation avec l'amour. Pendant cette période de profonde transformation intérieure, j'ai découvert grâce aux dentelières, toujours attentives aux événements locaux, que l'hôtel principal de Robert rencontrait de sérieux problèmes financiers. Apparemment, des investisseurs avaient retiré leur soutien après des rumeurs de mauvaise gestion et de détournement de fonds. Plus surprenant encore fut la révélation que son intérêt soudain pour ma sœur coïncidait parfaitement avec la découverte qu'elle recevrait un héritage considérable en se mariant une vieille tradition familiale établie par nos grands-parents qui stipulait qu'une partie des économies du couple serait transférée aux petites filles le jour de leur mariage, comme moyen de garantir leur indépendance financière. La pièce finale du puzzle s'est mise en place lorsque Madame Yvonne, entre deux fuseaux et fils de lin, a commenté nonchalamment « On dit que le jeune homme a déjà essayé de vendre l'hôtel à 3 acheteurs différents, mais tous ont renoncé en voyant les dettes cachées dans les contrats. Seule une dot conséquente pourrait sauver cette affaire. » Ma sœur, toujours si fière de sa prétendue indépendance, était manipulée sans même s'en rendre compte. Initialement, j'ai envisagé de la confronter avec cette information. Mais quelque chose m'a retenue. Cela serait interprété comme de la jalousie, comme une tentative de sabotage. De plus, il y avait une partie mesquine de moi qui voulait la voir découvrir la vérité par elle-même, expérimenter le même sentiment de trahison que j'avais ressenti. La semaine du mariage, pendant le festival annuel de la pêche, événement qui attire touristes et journalistes dans notre ville, l'inattendu s'est produit. Ma sœur m'a cherché. Nous nous sommes retrouvés sur le vieux ponton en bois, lieu où nous jouions dans notre enfance, loin des regards curieux de la communauté. « J'ai besoin de te demander quelque chose, » dit-elle, les yeux fixés sur l'horizon où le soleil commençait à se coucher. « Toi et Mathieu. » C'est sérieux ? La question m'a surprise. Non par la curiosité elle-même, mais par le ton vulnérable, presque incertain, si atypique chez elle. « Nous construisons quelque chose de significatif, » ai-je répondu honnêtement. « Pourquoi ?» Elle a hésité, jouant nerveusement avec sa bague de fiançailles, une pièce ostentatoire avec des diamants trop gros pour paraître de bon goût. « Penses-tu que j'ai fait une erreur ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque inaudible par-dessus le bruit des vagues se brisant en dessous de nous. Dans un rare moment de vulnérabilité, elle a avoué être incertaine. Robert se montrait de plus en plus préoccupé par les questions financières, souvent irrité, la pressant d'accélérer les préparatifs du mariage. Pendant ce temps, elle observait de loin mon épanouissement personnel et professionnel, la connexion sincère que je partageais avec Mathieu, le respect que la communauté nous témoignait. J'ai perçu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, l'envie. Non pas de ce que je possédais matériellement, mais de ce que j'avais construit intérieurement, de la paix que je commençais à trouver avec moi-même, du partenariat basé sur des valeurs partagées, du but qui transcendait le purement personnel. J'aurais pu utiliser ce moment pour l'humilier, pour exposer les véritables intentions de Robert, pour savourer son insécurité comme une petite vengeance pour les douleurs qu'elle m'avait causées. Mais j'ai découvert que ce désir de rétribution avait considérablement diminué ces derniers mois. Ce que je peux dire, c'est que tu mérites quelqu'un qui te choisisse pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux offrir, ai-je répondu prudemment, semant le doute sans faire d'accusation directe. Quelqu'un qui voit ta valeur au-delà des apparences ou des convenances. La veille du mariage, lors du traditionnel dîner de répétition organisé au restaurant sur le port, arrosé de vins locaux et de fruits de mer préparés par les épouses des pêcheurs, Mathieu a fait une annonce qui a surpris tout le monde. Il avait obtenu l'approbation pour un investissement majeur dans l'hôpital local, une nouvelle aile pédiatrique et un centre de traitement pour les maladies professionnelles des pêcheurs. Le projet créerait des dizaines d'emplois directs et indirects, en plus d'améliorer considérablement la qualité des soins médicaux disponibles dans la région. Les invités ont applaudi avec enthousiasme, et j'ai pu noter le regard d'admiration que ma sœur a lancé à Mathieu. Un regard qui mêlait regret pour ce qui aurait pu être et envie pour ce qui ne serait jamais. Le moment le plus marquant de la soirée, cependant, fut l'arrivée inattendue de Charles, ancien associé de Robert à Lyon. Apparemment ivre et amer, il a commencé à faire des insinuations sur des pratiques douteuses dans les affaires du fiancé.
Demandez-lui ce qu'il en est des investisseurs de Lyon, a-t-il provoqué à voix haute, avant d'être discrètement escorté à l'extérieur par 2 cousins de Robert. Le mal, cependant, était fait. Les murmures se sont répandus parmi les invités, et le regard de ma sœur alternait entre l'admiration pour le discours inspirant de Mathieu et le doute suscité par les insinuations sur son futur mari. Le matin du mariage, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai rendu visite à ma sœur dans la pièce où elle se préparait, attenant à l'église. Elle était seule, contemplant son reflet dans le miroir, la robe blanche élaborée soulignant sa beauté naturelle. « Je suis venue te souhaiter bonheur », ai-je dit en entrant, observant son expression choquée dans le reflet. « Tu es venue te moquer de mon insécurité, tu veux dire ?» répondit-elle amèrement. « Non », ai-je répondu sincèrement. « Je suis venue parce que, malgré tout, tu es ma seule famille. » Son regard méfiant s'est légèrement adouci. Je me suis assise à côté d'elle et, au lieu de la confrontation, j'ai offert de la compréhension. Robert a de sérieux problèmes. Financiers, ai-je dit directement. L'hôtel est submergé de dettes et il voit ta dot comme la seule planche de salut. C'est pour ça qu'il s'est rapproché de toi au départ. J'attendais l'explosion de colère, l'accusation que je mentais, par jalousie. Étonnamment, elle a simplement hoché lentement la tête. Je l'ai découvert hier soir, a-t-elle avoué. J'ai trouvé des documents dans la poche de son veston, des relevés bancaires, des avis de recouvrement. Quand je l'ai confronté, il a admis, mais a assuré qu'il m'aimait vraiment, indépendamment de l'argent. Et tu le crois ? Elle n'a pas répondu immédiatement, ajustant inutilement le voile déjà parfaitement positionné. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle finalement, sa voix aussi petite que celle de la fillette qui courait dans ma chambre pendant les orages, terrorisée par le tonnerre qui rappelait la nuit où nous avions perdu nos parents. « Cette décision t'appartient, » ai-je répondu avec gentillesse. « Mais sache que, quel que soit ton choix, je serai à tes côtés. » Elle, surprise par mon attitude conciliante, a fondu en larmes, brouillant le maquillage soigneusement appliqué. « Pourquoi es-tu si bonne avec moi ? Après tout ce que j'ai fait ? Parce que garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. » ai-je répondu, répétant les sages paroles que Mathieu m'avait partagées des mois auparavant. Entre 2 sanglots, elle a admis une vérité douloureuse. Une partie de sa motivation à s'impliquer avec Robert était d'avoir toujours ce que j'avais. Depuis l'enfance, elle se sentait invisible dans mon ombre. La fille responsable, l'étudiante dévouée, la professionnelle respectée. Sa rébellion, sa quête d'attention par la beauté et les relations tumultueuses, ses échecs constants qui la faisaient revenir à la maison, tout cela faisait partie d'un schéma pour obtenir le regard d'approbation qu'elle croyait que je lui refusais. « Au fond, j'ai toujours voulu être comme toi », a-t-elle avoué. Forte, indépendante, respectée. Mais il semblait plus facile de prendre ce qui était à toi que de construire quelque chose par moi-même. Cette révélation a apporté une compréhension qui a guéri de vieilles blessures dans mon cœur. Nous n'étions pas la méchante et la victime dans cette histoire, juste 2 orphelines essayant désespérément de combler des vides avec des stratégies erronées. Je l'ai laissée seule pour réfléchir, promettant de soutenir toute décision qu'elle prendrait. Je me suis dirigée vers l'entrée de l'église, où Mathieu m'attendait, élégant dans son costume sombre, un simple bouquet de fleurs sauvages à la main, mes préférées, pas les roses élaborées que Robert m'offrait toujours. « Prête ?» demanda-t-il en m'offrant son bras. « Comme jamais », ai-je répondu avec un sourire serein. Quand les portes de l'église se sont ouvertes et que nous sommes entrés ensemble, ce n'était pas par vengeance mesquine, mais pour manifester notre soutien en tant que couple à la décision de ma sœur, quelle qu'elle soit. Le brouhaha fut inévitable dans une ville où les traditions familiales sont sacrées et où les mariages sont des événements communautaires qui réunissent même les ennemis au nom de la célébration de l'amour. Les regards choqués se sont tournés vers nous, puis vers l'autel, où ma sœur se tenait aux côtés de Robert. Le curé a hésité, incertain de la marche à suivre face à la tension palpable qui dominait l'atmosphère. Ce que personne n'attendait, c'est qu'au moment critique de la cérémonie, lorsque le curé a demandé s'il y avait une opposition à l'union, ma sœur ferait un pas en avant. D'une voix ferme, elle a annoncé « Je m'y oppose moi-même ». Un soupir collectif a parcouru l'église. Robert, blême, a tenté de lui saisir le bras, mais elle s'est dégagée avec élégance. « Je ne peux pas me marier sur la base de mensonges et d'intérêts financiers »,
a-t-elle déclaré en marchant dans ma direction. J'ai appris de ma sœur que le véritable amour, c'est le respect, l'honnêteté et l'épanouissement mutuel. Devant toute la communauté réunie, elle m'a demandé pardon publiquement, m'embrassant dans un geste qui honorait la valeur de la réconciliation familiale si chère à notre culture. Robert, exposé dans sa vraie nature, a immédiatement exigé le remboursement des frais de mariage, confirmant à tous les présents que son intérêt avait toujours été matériel. Au cours des mois suivants, j'ai aidé ma sœur à reconstruire sa réputation dans la ville. Elle a redécouvert son talent pour l'artisanat local, créant des pièces inspirées de notre histoire familiale, qui ont rapidement attiré l'attention des touristes et des commerçants de la capitale. Avec le temps, elle a ouvert une petite boutique dans le centre historique, devenant une partie importante de l'économie locale. Mathieu et moi avons officialisé notre relation lors de la prochaine fête patronale, bouclant un cycle qui avait commencé dans la douleur et s'était terminé par un véritable amour. Les dentelières, témoins silencieuses de toute la saga, commentaient que notre mariage serait le premier depuis des décennies à représenter véritablement les valeurs traditionnelles de la communauté. Respect, pardon et amour sincère. Le jour de notre cérémonie, simple et significative, ma sœur était à mes côtés comme témoin, achevant le parcours de guérison que nous avions toutes deux entrepris. Quand Mathieu a prononcé ses vœux, me regardant dans les yeux avec une sincérité que Robert n'a jamais possédée, j'ai su que toutes les larmes, toutes les nuits blanches, toutes les douleurs en avaient valu la peine. Notre petite ville côtière bretonne, avec ses traditions maritimes et ses fêtes religieuses, a été témoin non seulement d'un scandale, mais aussi d'une profonde leçon sur le pardon, l'authenticité et la vraie nature de l'amour. Les vagues continuent de caresser notre côte, les dentelières continuent de tisser leurs histoires, et nous, enfin en paix, construisons une vie basée non pas sur les apparences, mais sur la vérité.